alaikum. Bonjour à tous et à toutes. إني فخور بهذا اللقاء الكريم وبمقابلة الحضور. أتمنى إن شاء الله أن نحقق هدفنا وأن يكون العيش معا فيما بيننا حسا ومعنى أن يتحقق في أخلاقنا وتفكيرنا ومعاملاتنا مع بعضنا البعض ومع الكل. كل بديع كل من آدم يقول عليه الصلاة والسلام وآدم من تراب. العيش معا يذكرنا على أن العائلة أو الأسرة الإنسانية على أن الأسرة الإنسانية الذي كرم ولقد كرمنا بني آدم. الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم باللغة خاصة الضيوف عندنا ربما يعني كما في العيش معا. وانظر الكثير منكم يفهم اللغة الفرنسية من أحسن ربما من اللغة. حتى الحضور اللي هو معنا الأجنبيين يستطيعون أن يستفيدوا من هذا الملاقاة. إذا راكم موافقين. Donc, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue et je suis impressionné par l'ensemble des personnes et des spécialistes, notamment en histoire et dans ce lieu que j'ai vu naître. Et je suis heureux aujourd'hui de constater qu'il a pris de l'expansion, qu'il a grandi, et tout ce qui procure pour cet héritage commun qui nous est cher. Comment alimenter les consciences afin que les hommes puissent relire l'histoire différemment. Comme je dis différemment, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui, comme s'il y avait une histoire parallèle, qui sont cachées, et que seulement la recherche et l'obstination des chercheurs, des scientifiques, peut nous révéler. Notre pays s'est illustré, et la preuve, c'était les 2 journées dans cette ville d'Orly d'hier et d'avant-hier. Elles nous ont apporté la conviction que ce pays a mérité et qu'il, dans cette maturité qu'il a atteint à travers une douloureuse expérience qui a failli le détruire, s'en sort encore plus grand, parce qu'il a proposé, à travers la résolution qu'il a menée jusqu'au bout au niveau des Nations Unies, il a proposé un concept qui s'appelle le vivre ensemble en paix, qui aujourd'hui a été analysé, accepté, reconnu par les 193 pays ou États qui composent l'Assemblée générale des Nations Unies, mais qui va bien au-delà, puisque les 2 journées qu'on vient de vivre en haut, à l'origine, c'est ce concept de vivre ensemble qui nous a permis de poser les jalons pour arriver à la béatification de ces 19 martyrs chrétiens dans l'ensemble de tous ceux, des martyrs qui ont donné leur sang pendant les décennies noires, ce qu'on appelle les décennies noires. Donc ce concept du vivre ensemble nous a permis
de réellement le transformer en réalité humaine, en réalité sociale, en réalité politique. Et j'espère encore plus loin. Nous avons par exemple un pays comme l'Éthiopie. Il y a à peine 2 mois, le gouvernement éthiopien a décidé de créer un ministère de la paix et du vivre ensemble. Donc, c'est quand même quelque chose qui nous honore. Il y a un pays africain, le premier au monde, qui vient d'ouvrir la brèche quelque part et de faire tomber un tabou. Le vivre ensemble et la paix mérite qu'on leur donne une institution, mérite qu'on leur donne et le concret des chaires au niveau de nos universités. Elle mérite qu'on enseigne dans les académies. Elle mérite d'être introduite dans l'éducation de nos enfants, dans les programmes éducatifs de nos écoles. Et cela partout dans le monde. Ce concept, il est utile à différents niveaux, philosophiquement, spirituellement, socialement, économiquement. Il permet de créer des liens. Il permet d'aller au-delà de ce que les hommes, des murs qui se sont créés les uns par rapport aux autres, de créer des ponts d'échange, des ponts qui peuvent aider chacun à profiter de l'autre. La vie, elle est toujours dans l'échange. الحياة مبادلة متكاملة. C'est un échange permanent où chacun prend ce qu'il a, ce dont il a besoin, tout en donnant à l'autre la réciprocité. Ce concept, il nous indique peut-être une autre vision de nous-mêmes, une autre vision de la gestion du monde. Jusqu'à aujourd'hui, la gouvernance du monde s'est faite à travers un système pyramidal. Le système pyramidal, c'est quoi? C'est que la pyramide a une base et un sommet. Donc le sommet est occupé par qui? Par ceux qui détiennent le pouvoir, les avoirs et la distribution des biens. Et la base est là pour soit subir ce qui vient d'en haut et en même temps réagir à vouloir aller vers le haut. Donc c'est une situation de conflit permanent qui agite la société en permanence. Parce qu'elle est basée sur un concept forcément de concurrence, et on l'appelle bien la hiérarchie sociale. Et on situe les hommes par rapport au degré où ils se trouvent. Plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus vous détenez les avoirs, les honneurs, les pouvoirs, etc., etc. Alors que le système du vivre ensemble, en paix, c'est un système circulaire. C'est la sphère, c'est le cercle. Et le cercle, c'est quoi? C'est que si vous prenez, là où vous posez le doigt sur la circonférence du cercle, que vous prenez le point qui est en haut ou celui qui est en bas, vous devez commencer quelque part, et ce quelque part par laquelle vous avez commencé qui est le 1, quand vous faites le tour du cercle et que vous revenez à lui, il est à la fois le début et la fin. Le concept du cercle nous invite à une autre vie.
cette vision où le premier d'entre nous, et aussi le dernier, nous sommes fournis par les qualités, les valeurs, de ce que nous produisons, de ce que nous apportons à la totalité de ceux qui composent le cercle. Et nous sommes aussi, en faible, nous avons aussi nos faiblesses, nous avons aussi des attitudes parfois négatives, nous avons des peurs. Donc, chacun de nous est à la fois, contient en lui le positif et le négatif. Il est à la fois premier et à la fois dernier. À chacun de nous de travailler sur le côté positif qui l'anime. Mais tous, nous sommes égaux en tant qu'êtres humains sur le même principe. Religieux ou non religieux, croyants ou non croyants, blancs ou noirs, nous sommes des êtres humains avec cette double réalité qui nous habite. Et là, le cercle nous amène à nous regarder différemment. Parce qu'en disant, la société, le point qu'il a aujourd'hui, la civilisation, la société qui domine aujourd'hui, elle ouvre forcément par la dynamique du cercle. Les choses vont trouver. Il n'y a personne qui est resté pour l'éternité en haut du cercle. Forcément, un jour, il sera en bas. Mais celui qui est en bas, est-il moins que celui qui est en haut? Non. Parce que celui qui est en bas est celui qui porte tous les autres. Le point sur lequel le cercle tourne, le point du bas, va être l'endroit qui va porter l'ensemble de cette réalité unitive qu'on appelle l'humanité. Donc le cercle nous permet de personnaliser, identifier cette humanité comme un corps. Donc chaque être est une cellule. Dans chaque peuple, chaque civilisation est un membre. Chaque culture a un organe. Un corps n'est en bonne santé que dans la mesure où tous les membres qui le composent, tous les organes qui le composent, travaillent ensemble pour le bien-être du corps. S'il y a une partie du corps qui décide de jouer seul, qu'est-ce qu'il arrive au corps? Il tombe malade. S'il y a une partie de ce membre, d'un membre du corps qui est blessé, la fièvre envahit le corps tout entier. Donc nous avons intérêt à regarder l'humanité comme un corps, comme une réalité unique. Nous devons lui donner un statut unique, un statut qui la rend visible à nos yeux, et surtout à nos enfants, aux générations à venir, pour qu'ils puissent construire sur ce concept leur avenir ensemble, l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Donc plus que jamais, ce concept de vivre ensemble nous invite à une remise en question de notre propre vision de nous-mêmes et de l'ensemble de ce corps qu'on appelle l'humanité. Je me souviens en Turquie, à Istanbul, en 2016, en juin 2016, fin mai, le 24 mai, le 24 ou 26 mai, il y a eu le premier sommet de l'humanité à Istanbul. Et nous avons fait cette proposition. Il y avait à peu près, avec le secrétaire général, il y avait plusieurs chefs d'État, quelques rois et les représentants
de pratiquement tous les pays étaient présents, et les 4000 ont levé. Et Abba levé, quand on a fait la proposition au secrétariat général en disant il est temps aujourd'hui que nous prenions la décision de faire de l'humanité de changer le concept. Aujourd'hui, l'humanité pour nous se définit comme un concept philosophique. Il n'est pas palpable, il n'est pas. Lui donner un corps, la route physique, lui donner un corps juridique, social, politique. Pourquoi? Afin que plus jamais on puisse l'agresser. Que l'humanité puisse avoir une langue pour parler. Des gens qui la défendent. Donc que l'humanité puisse se défendre de l'inhumanité, de l'agressivité, d'où qu'elle vienne, qu'elle soit politique, qu'elle soit religieuse. Si demain un leader religieux prend la religion et en face une idéologie pour agresser l'humanité, eh bien il trouvera devant lui une humanité qui puisse se défendre, parler. C'est pas des États, c'est une humanité. Une langue. Elle a une langue, elle a une parole et elle a juridiquement un statut. Donc, je vous dis les possibilités qu'il y a derrière ce vivre ensemble. C'est pas, nous n'avons pas voulu de ce vivre ensemble créer un événement. Encore une journée parmi les journées qui existent dans le monde, ou le calendrier des Nations Unies. Mais de faire de cet événement un avènement, un début. Pas une finalité, mais un début. Un début d'une nouvelle conscience pour les générations à venir. Je sais qu'aujourd'hui, ça nous paraît quelque chose de lointain. Quand Anthony XIV, comme on vient de le dire, cette idée est dans votre vie, ici, en octobre 2014, et qu'il y a eu cette première réaction de faire cette proposition aux Nations Unies, il y avait en tout et pour tout 3600 personnes qui ont signé la pétition. Et personne de ceux, je suppose, qui l'ont signé, ne pouvait affirmer qu'un jour elle serait une réalité, y compris moi. Et pourtant, 4 années après, on constate que c'est une réalité. Elle est devenue une réalité. Et une réalité reconnue par tous. Mais si on reste avec le constat qu'on a réussi à créer une journée sans lui donner la dynamique et l'essence dont elle a besoin, le sens dont elle a besoin pour continuer à vivre et progresser, sans qu'on la traduise au quotidien dans l'éducation de nos enfants, de la maternelle au primaire, au secondaire et même l'université. Je dis pourquoi pas de chair? Pourquoi il n'y a pas une académie? Alors qu'il y a des académies de billard, il y a des académies de je ne sais pas quoi, des éleveurs de pigeons, on a toutes sortes de choses. Et vous ne trouverez nulle part. On en parle, oui, on en parle. Le Costa Rica, par exemple, j'ai visité le Costa Rica, le président, l'ancien président du Costa Rica, le président Sanchez, était à l'origine de cette idée d'une académie de paix avec les Nations Unies, mais ça cela n'a jamais été concrétisé. Donc, comment se fait-il que la paix n'a aucun lieu, n'a aucune institution digne de ce nom, qui la représente, qui la porte? Prenons, dans chaque pays, il y a le ministère de la Défense. Avant, on disait, on ne cachait pas au moins. On était honnête, on disait le ministère de la Guerre. Aujourd'hui, on a changé de nom, on dit ministère de la Défense, etc., ministère de la Stratégie. Bon. Mais la réalité, c'est que la guerre a ses institutions. La guerre
est quelque chose qui est enseigné. C'est une tactique, c'est une pratique, c'est tout ce que vous voulez. De la paix, elle est enseignée nulle part. Il n'y a pas de diplomatie de paix. Si, les Nations Unies. Mais aucun pays n'a réellement. Le Canada le gouvernement canadien vient de créer une cellule qui travaille sur la diplomatie de vivre ensemble. Et c'est récent. C'est depuis qu'il y a la résolution est passée, donc le Canada, et nous avons au Canada le premier observatoire international des vivres ensemble dans le monde, qui lui aussi est tout neuf, il vient d'être créé. Donc, vous voyez tout le travail qu'il y a à faire. Et moi, je parle à la ville d'où est partie cette idée. Comment se mobiliser pour qu'aujourd'hui, cet événement qui vient de se passer il y a 2 jours, qui a donné encore des lettres d'or à ce vivre ensemble, c'est transformé dans une réalité. Il a cassé un tabou. Parce que c'est un tabou. La béatification de moines et de personnalités, évêques de Paris, évêques de Paris, excusez-moi, de Rome, avec la présence d'un envoyé spécial du Vatican et des représentants de tous les ordres religieux auxquels appartenaient les moines et les sœurs. Donc c'est un événement capital. Dans un pays, pour la première fois, dans un pays arabe et musulman et africain, ses conséquences sont énormes sur l'image du pays, sur cette ville de Rome, qui montre que ce pays est dans l'ouverture, ce pays dans l'accueil. Les gens sont partis d'ici en pleurant. Toutes les familles qui sont les membres des familles qui nous ont accompagnés pendant ces journées ici à Oran étaient touchés par l'hospitalité, par l'accueil, le corps diplomatique qui était présent. C'est un témoignage qui redonne une autre image de notre pays, une autre image de votre vie. Il faut que vous en soyez conscients, et notamment les chercheurs, les universitaires, les enseignants, pour le communiquer à nos enfants, et de dire l'importance de se vivre ensemble et les conséquences sur la réalité de nos échanges, de notre pays, avec l'Europe, mais aussi avec la profondeur du continent africain. Parce qu'il y avait aussi les chrétiens d'Afrique qui étaient présents, qui ont célébré avec nous, qui ont chanté. Et l'Algérie représente quelque chose dans ce continent africain. Elle a un leadership. Cette ouverture interreligieuse, cette acceptation de l'autre, permet de mettre notre pays en dialogue. C'est pas par orgueil que je vous dis ça, et vous comprenez, je pense. Je vous dis, c'est pour que ce pays soit prêt à donner le meilleur de lui-même et à échanger avec le monde entier sur ce principe du vivre ensemble, de cette économie solidaire, circulaire, où chacun trouve, parce que les intérêts sont différents, comme dans un corps, une main ne joue pas, on ne va pas préférer la main droite à la main gauche, ou l'œil droit à l'œil gauche, ou le pied droit au pied gauche. C'est un non-sens.
Dans un corps, les membres sont solidaires. Partageons le bienfait. Tout en travaillant pour le bien général de tous. Chacun tirant de ce bien général le bien qui lui revient de droit, le respect de l'autre, la dignité de l'autre. C'est très important que nous ancrons dans l'esprit de nos enfants très jeunes cette notion de l'altérité. Que l'autre fait partie de nous-mêmes. Dans le sens où ce nous-mêmes représente cette culture qui passe du jeu au nous, cette culture individualiste vers une culture de l'ensemble, vers des valeurs universelles. La culture du jeu, c'est quoi? C'est la culture de l'horizontalité. C'est-à-dire que nous développons, nous créons une économie qui grandit on l'appelle, quand on parle des pays qui se développent, etc., on parle des pays à 2 chiffres. Ça, c'est l'horizontalité des choses. Il y a aussi la notion de la verticalité. C'est-à-dire un développement d'une nation ou d'un pays qui se fait que sur le plan de l'horizontalité tue son humanité. S'il ne prend pas en compte la verticalité, les valeurs, s'il n'enseigne pas les valeurs à sa société, s'il la transforme uniquement en consommateur, une consommation effrénée, produire pour consommer, nous perdons le sens de l'humain en nous. Nous nous transformons en un estomac, c'est-à-dire à remplir quelque chose qui se vide, aussitôt rempli. Donc, les valeurs, il faut revenir à la verticalité. Les deux, on a besoin de développement économique. Certains pays sont allés plus loin que ça. Mais malheureusement, qui les écoutent, c'est de tout petits pays, le Népal, le Bhoutan. Eux, ils ne parlent pas de produit national brut. Ils parlent produit bonheur brut. Qu'est-ce que nous produisons comme bonheur pour nos citoyens? C'est pas le produit national, c'est le bonheur national qui compte pour eux. Ça nous paraît tout à fait illusoire, tout à fait comment peut-on... Oui, c'est peut-être une notion à laquelle il faudra revenir. D'abord, le bonheur des citoyens. Que chacun reçoit sa part de dignité, sa part d'humanité et sa part économique. Tous ces mots semblent aujourd'hui, comme je vous dis, utopiques. Oui, c'est des mots utopiques. Oui, c'est le rêve. Mais un rêve partagé par plusieurs devient une réalité. Si nous rêvons d'un monde qui change, si nous donnons, et je commence par vous, ici, si vous voulez donner à votre ville cette réalité, il faudra y travailler. Si nous voulons donner à ce pays cette réalité, il faudra y travailler. Et travailler, c'est l'éducation. C'est dans nos écoles, c'est aussi dans nos mosquées, dans nos églises. Il n'y a plus de synagogue, malheureusement. Mais c'est d'être, c'est aussi dans notre propre développement économique,
dans notre agriculture. Une agriculture du vivre ensemble en paix, ce n'est pas une agriculture industrialisée. C'est une agriculture respectueuse de la terre, parce que ce vivre ensemble, c'est aussi intègre les autres règnes. La terre aussi vivante. C'est du minéral, mais c'est du minéral vivant. On ne peut pas tricher avec la terre. En l'empoisonnant, elle nous renvoie ce qu'on lui met dedans. Et puis il y a les autres règnes, le règne animal, le règne végétal. Savez-vous que 80% des insectes disparaissent? C'est une catastrophe à l'échelle humaine. Parce que si vous prenez, qu'est-ce que c'est qu'un insecte? Pour lui-même, c'est rien. Prenez une abeille, elle pèse rien. Mais dans l'économie du monde, dans la procréation du vivant, elle a un rôle capital. Sans elle, nous n'aurons pas de fruits. Parce qu'en butinant chaque fleur, elle pollinise. Et c'est grâce à un abeille ou à un insecte, quel qu'il soit, qu'on a le fruit. Donc regardez l'importance d'un insecte. Sur eux, directement. Et vous pouvez prendre n'importe quoi, un ver de terre rend la terre vivante. Parce que la terre qui retourne représente des millions de tracteurs. Le travail que font les insectes, l'homme ne peut pas l'égaler, même avec sa haute technologie. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas l'égaler. Donc, revenons aussi à intégrer ce vivre ensemble en paix avec notre environnement. Cette approche nous invite donc à vivre dans le cercle, c'est-à-dire dans le maximum d'ouverture, pas de regarder qu'une partie du cercle, mais de vivre dans le cercle, dans la réalité universelle. Comment vivre en paix avec nous-mêmes, nos semblables, mais aussi avec les autres règnes, le minéral, le végétal, l'animal, afin de perpétuer la vie et de la laisser à nos descendants. Le problème écologique, le problème de réchauffement climatique, la fonte des glaces, des pôles, tout ça va produire des problèmes inconcevables pour nous aujourd'hui. C'est un changement, un bouleversement total, qui en partie est dû à l'homme. Alors comment vont-ils faire face, ces générations, si dès maintenant nous prenons conscience et nous commençons à indiquer des directions vers lesquelles ils puissent se diriger demain, leur laisser un capital qui s'appelle le vivre ensemble en paix. Je vous remercie.